Les autorités zimbabwéennes se sont indignées vendredi de la décision des États-Unis d'interdire l'importation de diamants. Le pays dément fermement avoir recours au travail forcé, contrairement aux affirmations de Washington. Au Mali, les pertes infligées à l'armée en début de semaine par les djihadistes s'alourdissent. Selon un nouveau bilan communiqué par le ministère malien de la Défense, l'armée a perdu 38 soldats dans l'attaque des deux camps. Un groupe de près de 600 Burundais réfugiés en Tanzanie a été rapatrié jeudi dans son pays d'origine. Les rapatriés évoqueront au cours de ce journal les raisons du choix de rentrer au pays. La décision des États-Unis d'interdire l'importation de diamants des mines zimbabwéennes de Marange fait grincer des dents à Harare. Le Zimbabwe s'est indigné vendredi de cette décision, démontant fermement avoir recours au travail forcé, contrairement aux affirmations de Washington. Nous n'avons jamais forcé quiconque, et encore moins des enfants, à travailler dans les mines de diamants de Marange, soutient le pays d'Emerson Mnangagwa, qui précise qu'il détient une des meilleures lois sur le travail qui n'autorise pas le travail forcé. Aussi, Harare estime qu'il y a des arrière-pensées politiques derrière cette interdiction des États-Unis. Il s'agirait d'une nouvelle excuse pour maintenir les sanctions visant depuis 2003 une centaine d'entreprises étatiques et des autorités zimbabwéennes, dont l'actuel président Emerson Mnangagwa. Plusieurs produits sont concernés par la décision américaine, dont les diamants non taillés des mines de Marange, de l'or provenant des petites mines artisanales dans l'est de la République démocratique du Congo, ou encore des vêtements produits par une entreprise en Chine et des gants jetables fabriqués en Malaisie. Avant-hier, on a assisté à cette double attaque contre un poste à Mondoro, un poste des FAMA, mais aussi contre le camp de la force conjointe à Bulkesi. Ces attaques, il est clair, qui ciblent surtout des postes assez isolés à Bulkesi. Tout cela dénote quelque part une volonté d'affaiblir non seulement les forces de défense et de sécurité, de délégitimer l'action des forces de défense et de sécurité, mais aussi répond à des besoins d'armement, d'équipement de ces groupes-là, puisque si vous constatez bien, au-delà du bilan humain dramatique de ces attaques-là, les groupes ont tendance à emporter tous les équipements significatifs, importants, qu'ils trouvent dans les camps ou sur le théâtre d'opération. Donc la riposte a déjà commencé dans la mesure où il y a eu des poursuites contre le groupe présumé qui a attaqué le camp de Bulkesi, mais aussi de Mondoro. Il y a eu quelques neutralisations d'individus au cours de cette riposte-là. Mais la riposte, il faut aussi qu'elle s'inscrive dans le temps long, dans la longue durée. La riposte ne peut pas être que ponctuelle. Évidemment, cela interroge aussi sur la posture statique, parfois adoptée par les forces de défense et de sécurité, dans un environnement, dans un contexte de conflit asymétrique. Oui. À la veille de la clôture du grand dialogue national qui se tient à Yaoundé, le président du Cameroun, Paul Biya, a ordonné la libération de 333 détenus. Là, il a le privilège de pouvoir arrêter des poursuites à n'importe quel moment s'il juge que l'arrêt de ces poursuites va dans l'intérêt de l'État. Et c'est ce qu'il vient de faire. Il vient de relâcher 333 personnes qui n'ont pas encore été condamnées, mais qui étaient en voie d'être jugées. Nous espérons qu'avec cette libération de 333 détenus, ça va ouvrir les voies pour que la paix revienne dans les provinces, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Parce que c'est ce que tout le monde attendait. Le grand dialogue avait été convoqué il y a 2 semaines par le président Paul Biya
pour tenter de mettre un terme au conflit entre des groupes armés indépendantistes de la minorité anglophone et l'armée, qui a fait plus de 3000 morts en 2 ans selon les ONG. Aux participants ayant accepté de prendre part au dialogue sont venus se joindre 14 personnes présentées par les organisateurs comme des séparatistes ayant déposé les armes. Mais en 5 jours de débat seulement, en l'absence des leaders des principaux groupes séparatistes qui la boycottent, et parce que le président Paul Biya avait d'emblée exclu même la proposition à minima d'un retour au fédéralisme, ce grand dialogue a très peu de chances d'aboutir à la paix, estiment les politologues et les experts du Cameroun. La plupart des leaders séparatistes qui ont boycotté le dialogue ont réaffirmé qu'ils voulaient bien négocier avec le gouvernement, mais pas au Cameroun, en présence d'un médiateur international et à condition que les termes de la séparation soient le principal point à l'ordre du jour. Initialement annoncé pour fin 2019, c'est finalement au premier trimestre 2020 que les élections législatives tant attendues auront lieu au Tchad. Pas de précipitation dans l'organisation des législatives. C'est le message qu'a fait passer la CENI alors que le chef de l'État Idriss Déby Itno avait promis la tenue du scrutin avant fin 2019. Sous réserve de ces réaménagements, a proposé au gouvernement de concert avec le CNDP, ainsi que de la mise à disposition de la CENI des moyens d'action à bonne date pour éviter tout retard dans la mise en œuvre du chronogramme préétabli. Nous projetons l'horizon temporel réaliste pour l'organisation attendue des législatives au premier trimestre 2020. Le délai ne pourra être tenu qu'à 2 conditions selon la CENI. D'abord, une révision du code électoral pour réduire les délais de l'organisation du processus électoral, mais aussi la nécessité d'une mobilisation financière. Le coût des élections législatives est estimé à 70 milliards de francs CFA par le gouvernement. Mais là encore, la CENI n'a toujours pas dévoilé le budget précis. Chef du parti tunisien d'inspiration islamiste Ennahda et chef de file du parti pour la circonscription de Tunis aux élections législatives du 6 octobre prochain, Rached Ghanoussi a appelé à soutenir Kais Saïed au 2e tour de l'élection présidentielle. Ce dernier sera face à l'homme d'affaires en prison Nabil Karoui lors du 2e tour de l'élection présidentielle qui doit se tenir le 13 octobre. Nous avons clairement soutenu Kais Saïed et nous considérons que celui qui vote pour l'autre parti ne vote pas pour la réforme ni pour la lutte contre la pauvreté et la corruption. Nous admettons que nous avons un problème. Nous avons ce problème car nous ne voulons pas faire une alliance avec n'importe quel parti suspect. Il nous reste 50 heures ou même moins pour gagner la bataille et pour garantir qu'il y aura au palais de Carthage un président vertueux. Et sachez qu'un président vertueux doit être soutenu par une assemblée vertueuse. 7 millions d'électeurs tunisiens retournent aux urnes dimanche prochain afin d'élire un parlement à la composition imprévisible 3 semaines après avoir sanctionné la classe politique au pouvoir lors du premier tour de la présidentielle. Ces législatives sont cruciales pour l'avenir d'Ennahda qui, après des décennies de clandestinité, a participé à presque tous les gouvernements depuis la révolution de 2011. « 590 réfugiés burundais sont partis de Tanzanie dans un convoi de rapatriés volontaires dans la matinée du jeudi. Ils sont arrivés à bord de 8 bus à la mi-journée sur le site de transit de Gizuru dans la province burundaise de Ruyigi dans l'est du pays. Ces rapatriés qui sont restés dans le camp jusqu'à ce vendredi doivent être acheminés vers leurs communes d'origine respectives avec un kit de vivres et non-vivres pour 3 mois. Depuis la signature d'un accord tripartite avec la Tanzanie et le Burundi en août 2017 sur le rapatriement des réfugiés burundais en Tanzanie,
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a facilité le retour de plus de 74 000 réfugiés volontaires vers le Burundi, pays qu'ils avaient fui en raison d'une crise politique meurtrière. J'ai fui le Burundi parce qu'on disait que les élections n'allaient pas bien se passer. J'ai pris peur. C'est ce qui m'a poussé à fuir le pays. Ils disaient qu'ils avaient pris le pays et c'est pourquoi j'ai fui. Mon pays me manquait et je reviens parce qu'on dit qu'au Burundi, il y a la paix. Mon voisin avait une radio. On l'écoutait ensemble. On disait qu'au Burundi, il y a la paix. Selon le HCR, il reste encore en Tanzanie 225 000 réfugiés burundais répartis dans 3 camps situés dans le nord-ouest du pays. 71 000 autres réfugiés burundais sont au Rwanda, 45 000 en République démocratique du Congo et 43 000 en Ouganda. Le Fa, art divinatoire pratiqué dans plusieurs pays du Golfe de Guinée, renferme un modèle de communication. C'est la conclusion à laquelle est parvenu Laurent Delors-Faton dans ses recherches de thèse de doctorat. Devant ses évaluateurs, l'impétrant s'est dit convaincu que le développement de l'Afrique passera par le recours à ses richesses endogènes. Le modèle de communication du Fa qu'il propose a bien quelque chose de différent. Ce modèle de communication du Fa apporte une innovation. Elle met au cœur du processus non seulement les populations à la base, mais aussi les spécialistes de la communication participative. Ils deviennent de ce fait les acteurs principaux. Et sa cause sera entendue. Laurent Delors-Faton a réussi à convaincre le jury, mais déjà le nouveau docteur en communication de l'université d'Abomey-Calavi se donne un défi. Il faut réussir dans le domaine de la science à enlever l'occultisme du Fa et le mysticisme poussé du Fa pour le rendre accessible à tout le monde et qu'on l'amène dans le champ de la connaissance scientifique. Ne pas le faire, c'est un risque, et un risque grand que nous courons parce qu'il risque d'être relégué au second plan comme le charlatanisme, comme autre. En essayant de modéliser le système de communication du Fa, le chercheur tient aussi à rappeler aux Africains que ce patrimoine doit être préservé. Il est un outil de recherche scientifique.